Salam alaikum. Dans ce cours de physique de l'état solide, on retient de ce titre le terme état solide, ce qui sous-entend que l'on nommait la physique de la matière condensée, c'est-à-dire ça ne nous concerne pas, la matière condensée, c'est pas notre domaine, d'accord? Qui inclut les liquides, bien sûr la matière condensée, elle inclut les liquides, les solides amorphes, les polymères, les cristaux liquides et autres. Il faut noter que les travaux sur ce domaine, qui est la physique de la matière condensée, concernent à peu près la moitié des travaux de recherche de la physique. En plus, l'intérêt porté au domaine de l'état solide est dû en premier lieu aux innombrables applications qui sont surtout associées à l'électronique et aux nouvelles technologies. Le premier chapitre de ce cours concerne les réseaux périodiques d'atomes, que l'on a subdivisés à son tour comme suit. En premier lieu, bien sûr, on va commencer par une introduction. Ensuite, on développera les réseaux cristallins, où l'on donnera une série de définitions et où l'on expliquera un ensemble de termes importants qui constitueront une clé de compréhension des bases de ce cours. Donc, en commençant par expliquer la base et la structure cristalline, le réseau de Bravais et vecteur de translation, la maille élémentaire du réseau, et enfin, pour ce premier cours, on parlera aussi de la cellule de Wigner-Seitz. Comme on vient de le citer, il existe deux types de solides. Les solides amorphes ou désordonnés dont l'ordre est localisé, ou, si on veut dire, à courte distance. Et les solides cristallins formés d'éléments distribués tripériodiquement, caractérisés par un ordre à grande distance. C'est-à-dire, pour les amorphes, on a un ordre qui est local, d'accord? Pour ce qui est des cristaux cristallins, les solides cristallins, donc on peut avoir un ordre à très grande distance. Autre caractéristique, pour les solides amorphes, il faut retenir une forme macroscopique, donc même au niveau macroscopique, on peut constater une différence, d'accord? Comme par exemple pour les verres et les quartz. Donc pour les solides amorphes, il faut retenir la forme macroscopique externe quelconque avec des spectres rayons X continus, tandis que pour les solides cristallins, ils sont caractérisés macroscopiquement par des faces externes planes et un aspect de symétrie qui reflète un ordre interne bien connu. Et bien sûr, même pour les spectres Rx, donc c'est des spectres de raies. Donc la différence, hein, si vous voulez, entre les spectres continus, donc ceux qui caractérisent les solides amorphes, donc c'est quelque chose qui est, d'accord, qui est plus ou moins continu, hein, si vous voulez, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un spectre continu. Tandis que pour les solides cristallins, lorsqu'on parle de spectre de raies, c'est quelque chose qui est discontinu. Donc Hadou en général, il caractérise le désordre, l'ordre à courte distance. Pour un tel spectre, en général, il caractérise quelque chose qui est ordonné et bien déterminé. Okay. Donc, on s'intéresse plutôt à quoi? On s'intéresse aux solides cristallins à cause de l'existence de cette symétrie qui est intéressante du point de vue développement théorique. D'accord? C'est à ce type de matériaux qui nous intéresse à cause des simplifications théoriques qu'offre l'existence de la symétrie. Ok? Donc, ce sera le sujet de notre
étude, c'est les solides cristallins, non pas les solides amorphes. Les solides amorphes, ça sera pour les gens qui décideront de continuer leur étude, les études plus approfondies. Donc, comme on l'a cité préalablement, une des caractéristiques des solides cristallins, c'est leur spectre Rx. Entre 1912 et 1913, consécutivement, Lowe et Bragg ont pu établir, grâce à des études effectuées par diffraction Rx, que ce type de matériaux sont constitués de réseaux d'atomes, d'ions ou de groupes d'atomes ou d'ions ordonnés très périodiquement. Et c'est exactement la répétition d'atomes ou de groupes d'atomes dans l'espace que l'on nomme base ou motif, qui reconstitue la structure cristalline. Bien sûr, base ou motif, c'est comme pour n'importe quel motif de tapis, tissu ou autre, comme vous pouvez le constater sur la figure 1. Donc, si on prend l'exemple pour cette figure, donc notre motif il est constitué de cristaux qui se répètent. Donc, ici on a bien sûr, si vous voulez, quelque chose qui est à 2 dimensions, à 2D. Et donc, le motif, notre motif, il se répète dans une direction, si vous voulez, direction X. Et c'est le même motif qui se répète dans la direction, si vous voulez, direction des ordonnées Y. Donc c'est la répétition de ce motif-là qui constitue à la fin ce qu'on appelle le cristal ordonné ou là le solide cristallin. La répétition de ce motif dans l'espace donc reconstitue ce que l'on nomme structure cristalline. Finalement, on peut dire que c'est, comme on peut le voir dans la figure 2, que c'est l'assemblage d'un réseau spatial, donc c'est un réseau de nœuds, c'est une entité géométrique, donc c'est une entité géométrique, si vous voulez, c'est un réseau de nœuds. Voilà. Les nœuds, finalement, ce n'est que l'intersection, point d'intersection des différentes lignes du réseau spatial. Ok? Donc c'est un assemblage d'un réseau de nœuds, comme on l'a dit, d'une entité géométrique et d'un motif, d'accord, plus un motif qui dans notre cas, on va le prendre un cristaux de glace, comme pour l'exemple précédent. Et enfin, on obtient notre structure cristalline. Donc on peut le résumer ainsi, réseau spatial plus base ou motif nous donne structure cristalline. Si on revient à notre figure, à l'exemple précédent, tout simplement, on va faire le sens inverse. Prenons le cristal de glace, si on le retire, par exemple, prenez le cas d'un tapis, si vous avez un motif ou là, des fleurs ou là, qui sont implémentées sur le tapis, si vous les retirez, il reste le remplacement. Donc, des bouts de fil ou là sur le tapis. Prenons un exemple, un tapis. Donc, comme il y a quelque chose, des motifs qui sont dessinés dessus. Il y a un tissu par exemple, avec des fleurs bien réparties. Si vous vous amusez à éliminer ces fleurs, donc, vous allez les enlever, et finalement,
Donc je vais éliminer les motifs que j'ai. Bien sûr, c'est toujours les mêmes motifs. Dans notre cas, la structure cristalline, ce n'est pas des fleurs, c'est des atomes. Je rappelle, c'est des groupes d'atomes, c'est des groupes d'ions, c'est-à-dire des molécules. Donc vous allez obtenir quelque chose. Hein. Ce qui reste sur le tapis, c'est les emplacements où vous avez implémenté vos fleurs ou là votre motif. Donc il vous reste ça, après ça. Donc les emplacements waxants, voilà. Donc j'élimine les motifs terraillés sur le tapis ou là sur la robe ou là sur le tissu ou là. Donc il nous reste finalement les emplacements. Et ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, un réseau de nœuds. C'est un réseau géométrique, c'est un réseau spatial. Ok. Si, encore une fois, on s'amuse à recoudre, si vous voulez, de la fleur, si vous avez le motif là, et on le remet sur place, et bien finalement, je vais avoir mon tissu comme il était déjà fait. D'accord. Et c'est la structure cristal. Donc il faut noter que la base ou le motif doit être identique. كأي بنية أساسية donc يليق la base هذا النموذج يتكرر بنفس الطريقة en nombre في العدد en composition في التركيب et في التوجه يعني في التوجيه en orientation. Ok. Ce qui veut dire, par exemple, si on va prendre un réseau spatial, un réseau de nœuds, il y a un réseau d'emplacement où on va disposer le motif تاعنا. Donc là, avec le réseau spatial. Donc, où on dispose un motif, par exemple, on va choisir un motif, un bourgeon, plus 2 pétales. Donc, on va dire que ce motif est constitué de 3 pétales et un bourgeon. Ok. Donc, le nombre, c'est quoi? La composition, d'abord, c'est des pétales et un bourgeon. Le nombre, vous avez 3 pétales et un seul bourgeon. L'orientation, elle est faite ainsi. Donc maintenant, je vais essayer de superposer mon motif sur le réseau spatial ou là, le réseau de nœuds. Donc ça donnera ça. Donc le bourgeon, si vous voulez. Et les pétales seront orientés de cette manière. Et ainsi de suite. Donc le bourgeon, pardon. Voilà. Donc le pétale تاعنا et 2 en bas. Voilà. عاودوا la même chose, le bourgeon, pétale et 2 en bas. On va prendre un exemple différent. Donc prenons donc le bourgeon تاعنا, on va le prendre ainsi. Donc toujours le bourgeon, mais cette fois-ci on oriente les pétales تاعنا différemment. Donc vous voyez bien, on est devant un type de motif différent par rapport aux 3 autres. C'est ce que on entend par donc structure identique en nombre, en composition et en orientation. Donc la base ou le motif, donc il doit réaliser ces 3 conditions. Sinon, ce n'est plus un motif uniformément réparti ou la répétitif. Ok. Donc de cette manière-là, j'efface d'abord. Donc de cette manière, ce qu'on peut dire, on va définir. Donc comme on peut le constater, la répétition du motif paraît décrire un environnement symétrique. À ce moment, on peut définir ce que l'on nomme un réseau de Bravais. C'est quoi un réseau de Bravais? Qui proprement dit décrit
un réseau infini de nœuds séparés et distribués dans l'espace uniformément. Donc, je précise, j'explique ce que je veux dire par infini. Pourquoi on a cité l'infinité dans notre définition? Ben, tout simplement, la condition de l'infinité, c'est pour éviter ce que l'on nomme les effets de bord ou de surface. Car notre étude du solide concerne le bulk, c'est-à-dire le volume. Donc notre étude de physique des solides, elle est surtout orientée vers le bulk, c'est-à-dire vers l'intérieur du solide, sans bien sûr s'intéresser aux surfaces, parce que les surfaces, on a une autre étude ou d'autres lois, c'est une autre physique. Ok. Donc dans cette symétrie ou cet ordre, on peut décrire n'importe quel nœud du réseau de Bravais par un vecteur de translation qu'on va nommer un vecteur T, ou vous allez trouver aussi dans d'autres références R. On le note aussi R, d'accord? Donc le vecteur de translation, on peut le noter T égale à N1 que multiplie le vecteur A1 plus N2. Bon, je m'excuse pour l'écriture. Vous n'avez pas eu le temps d'écrire une formule. Donc N3 fois que multiplie le vecteur A3. Bien sûr, N1 et N2 et N3, ce sont des entiers hein, qui peuvent être négatifs ou positifs. A1, A2 et A3, ce sont des vecteurs quelconques. On va voir par la suite. Bien sûr, la condition sur ces vecteurs qui soient non coplanaires, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir au même plan, d'accord? Donc, on peut, si vous voulez, aboutir à n'importe quel nœud sur le réseau spatial grâce à ce vecteur de translation. Comment? Bon, si je vais essayer de dessiner sur ce bout là. Donc si vous avez un réseau, voilà, de nœuds, toujours, bien sûr, je vais je vais dessiner quelques nœuds, voilà. Et bien tout simplement, j'ai la possibilité d'atteindre n'importe quel nœud grâce à ces vecteurs A1, A2, A3. Bien sûr, selon le choix de A1, A2, A3. Ok. Donc à partir de nœud, si je choisis un nœud d'origine O, ben, je peux atteindre n'importe quel nœud. Par exemple un nœud ici, ou là, ici, ou là, et là. Donc grâce à, bien sûr, en faisant varier N1, N2, car NA, A2, pardon, A1, A2, A3, donc vont être fixés. Hein. Je vais les choisir fixes. Et ce que je vais faire varier, c'est le N1, le N2 et le N3 pour atteindre n'importe quel nœud du réseau. Si on prend l'exemple suivant sur la figure 3, on peut constater que chaque nœud du dit réseau de Bravais est entouré de la même manière, c'est-à-dire possède le même environnement. Exemple, par exemple, si on choisit ce nœud-là,
Notons ce nœud A et ce nœud-là B. Et aussi un autre nœud, on prend un autre nœud C. Ben, si vous mettez à cet emplacement et que vous constatez autour de vous, ben, vous allez voir la même chose. C'est-à-dire vous allez voir un environnement, cet environnement, donc vous allez être entouré par 4 nœuds de la même manière avec les mêmes angles. Donc si vous vous bandez les yeux par exemple, on vous bande les yeux et on vous déplace du site B vers le site C par exemple, et que vous allez réouvrir les yeux, et bien vous n'allez pas voir de différence entre le nœud B ou là entre le site, si vous voulez, B et le site C. Vous allez voir la même chose d'une manière à ne pas différencier entre la position B et la position C. D'accord? C'est ce qu'on appelle un environnement similaire ou là identique entre tous les nœuds A, B, C ou tout autre nœud du réseau, de ce réseau. D'où on peut conclure que ce réseau représente un réseau de Braffet, ce qu'on a appelé le réseau de Braffet. Ok. Donc le réseau de Braffet. Par contre, si vous allez choisir un autre type de réseau, par exemple le réseau, ce qu'on appelle le réseau nid d'abeille, que l'on va voir sur le diapo suivant. Donc sur ce type de réseau, on perd la notion d'environnement identique. D'accord? On va perdre la notion. Donc si vous allez dans un réseau nid d'abeille, on va voir donc et on va juger. Vous allez juger de vous-même si c'est un réseau de Braffet ou si ce n'est pas un réseau de Braffet. Donc prenons le cas d'un réseau nid d'abeille. Donc choisissons par exemple le nœud P et le nœud Q et le nœud R. Donc si vous vous mettez à chaque fois sur un nœud, par exemple si vous mettez sur le nœud P et le nœud Q, donc ce que vous allez constater, bon ça quand même je complète le schéma pour plus de clarté. Donc ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc si on vous met sur Q et que vous allez par exemple, si vous avez le dos, bon, si vous voulez, vous mettez là, donc voilà votre emplacement, je vous dessine un câble, voilà, donc je vais vous mettre ici, et bien à votre droite vous allez voir, si vous voulez, une arête ou là un côté, mais si on vous met sur le nœud P, et bien l'arête elle change de côté et elle passe du côté droit vers le côté gauche. Et c'est là, bien sûr, si on fait la même expérience, donc avec les yeux bandés, donc on vous met يعني تغطية العينين نحطه في العقدة Q، ننظر اليمين donc سنلاحظ وجود ضلع معين ولا مسافة معينة. Si on vous déplace ensuite, sans le savoir bien sûr, vers le nœud P, et bien si vous allez voir de votre côté droit, et bien vous n'allez plus remarquer l'arête, la même arête, elle disparaît. Donc l'arête elle disparaît, mais comme si elle se déplace vers le côté gauche. Et c'est là que vous pouvez juger que vous n'êtes pas dans le même environnement. Donc entre P, Q, bon pour le cas de P et R, ben, c'est le même environnement quand même, mais
entre Q et R et Q et P, c'est pas la même chose. Et donc, dans ce cas, on va dire que le réseau nid d'abeilles n'est pas un réseau de bravées, car sur les nœuds, des différents nœuds, on ne peut pas constater le même environnement, on n'est pas dans le même environnement. Ok? Mais il existe une manière, bon, on va le voir par la suite, comment faire de ce réseau un réseau de bravées. Donc, les vecteurs A1 et A2 et A3 qu'on a donc développé sur le vecteur de translation T, on avait dit qu'on pouvait décrire n'importe quel nœud, je rappelle, par un vecteur de translation T est égal à A1. Question de rappeler ce qu'on a vu précédemment. Donc, T est égal à N1 A1 plus N2 A2 et plus N3 A3. Donc, dans un réseau de bravées où l'on a le même environnement, on peut atteindre à partir de n'importe quel point ou de n'importe quel nœud pris comme origine, on peut atteindre n'importe quel autre nœud à travers le vecteur de translation T, car l'existence de ce même environnement reflète l'existence d'une certaine symétrie. Donc le vecteur A1 et le vecteur A2, d'accord, A1 et A2 qu'on avait choisi non coplanaires, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas au même plan, sont nommés vecteurs de translation fondamentaux. On dit qu'ils engendrent le réseau. Ils engendrent le réseau. Comment يعني هما يقوموا بتوليد ولا إنشاء engendrer, ça veut dire إنشاء الشبكة. Le réseau باللغة العربية يقول الشبكة. donc إنشاء الشبكة. engendrer. D'accord? Comment? Ben, si on prend le réseau spatial, encore une fois, hein, on le dessine. On va dessiner notre réseau spatial. Voilà. Avec le réseau spatial تاعنا, ce qu'on appelle le réseau de nœuds. Les HUA, je rappelle, le réseau d'emplacement du motif. C'est un réseau de position, plus précisément. Donc, si vous prenez n'importe quelle origine arbitraire, par exemple, je prends ça, et bien, grâce à ce vecteur de translation, en faisant varier les entiers N1, N2, ben, je peux décrire tous les nœuds. Donc, là, je suis dans un réseau A2D. Par exemple, je veux atteindre ce 6 A2 sélégué à les différents nœuds. Choisissant, on va choisir A1, A2. À notre guise, par exemple, on va choisir A1, le vecteur A1, et le vecteur A2, par exemple. A1, et on choisit le vecteur A2. Voilà. A1, A2, et bien on peut décrire en faisant varier N1, A2. Par exemple, je vais décrire ce point-là, ce nœud-là, et bien ça fera 2 fois un A1, c'est-à-dire N2 sera égal à, ou le N1 par exemple, le N1 par exemple, et on va prendre N1 égal à 2 fois A1, et N2, ça sera quoi? Une fois A2. Donc 2 fois plus une fois, et on peut décrire. Donc grâce à
A1, A2, A3 finalement, et en faisant varier les entiers N1, N2, N3, on peut générer l'autre réseau. Donc on peut ok. Donc j'efface et je continue. Donc qu'est-ce que je veux dire par engendrer le réseau par les vecteurs de translation fondamentaux A1, A2 et A3. Et donc, il existe plusieurs manières pour le choix de ces vecteurs. Donc, vous pouvez choisir A1, A2 de plusieurs manières. Par exemple, on prend A1. Donc, c'est un réseau quelconque. Un réseau de Bravais quelconque. A1, A2 par exemple. Bien sûr, vous allez voir que A1, A2, Naya décrivent des parallélogrammes différents et de surfaces différentes. On a A1, A2. Par exemple, là, on va prendre un autre A1 qu'on va nommer par exemple A1'. On va le nommer A2'. D'accord? Donc vous allez voir, ils décrivent différents parallélogrammes de différentes surfaces. Par exemple, je vais l'appeler A1', par exemple. Donc vous avez une multitude de manières de choisir vos A1, les vecteurs de translation fondamentaux. Donc d'où le besoin de mettre les critères A1 et A2 et A3. Voilà. Par exemple, A1 triple prime. Donc vous voyez qu'il y a les manières ou les méthodes avec lesquelles on peut choisir différentes manières avec lesquelles on peut choisir A1, A2 et A3 sur un tel réseau. Donc vous allez là, et là on a 3 cas. D'accord? Donc, comme on a une multitude de choix des vecteurs fondamentaux qui engendrent le réseau, on définit une maille élémentaire du réseau de Bravais étant le plus petit volume formé par les vecteurs de translation A1, A2, A3, c'est-à-dire les vecteurs fondamentaux, qui, répétés périodiquement, remplissent tout l'espace, sans recouvrement et sans laisser de vide. Aussi, ce volume doit refléter la symétrie du réseau, ou là du cristal plutôt. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends? Je sous-entends par sans recouvrement et sans laisser de vide. Par exemple, je travaille sur la figure 5. Ben, si je prends, bon, bien sûr, toujours Naya, on réfléchit à 2D. D'accord? On est donc, et c'est bon, si vous voulez généraliser, vous généralisez à 3 dimensions. Donc, si je prends, au lieu de parler à 3D d'un volume, à 2D, on va parler d'une surface. Si je prends par exemple cette surface-là, d'accord? Si je prends cette surface, formée par A1 et A2, d'accord? Et bien lorsque je vais paver, si vous voulez, paver, يعني نبلط نملأ الفراغ بهذا البلاط هذا, si vous voulez, cette petite
surface, ben, si je vais essayer de remplir le surface du réseau, et ben ça sera ça. Donc là, je vais me poser, hein, je vais les l'une à côté de l'autre et vous allez remarquer quoi, la surface formée par A1, le parallélogramme donc formé par A1, A2, il arrive à remplir le réseau, l'espace du réseau, d'une manière à ne laisser aucun vide. Hein. Si on les dispose l'un à côté de l'autre, donc vous allez obtenir aucun vide. Et en plus, vous n'allez pas avoir des chevauchements. Chevauchement, ça veut dire hein? Ils vont pas ما غاديش يتداخلوا. دونك بهذه الطريقة يمكن أن نملأ كاع هذه المساحة عن طريق المساحة الصغيرة المكونة من الأشعة A1 A2. يمكن ملء كاع هذه المساحة دون ترك أي فراغ، بدون ترك أي فراغ ودون ترك ولا بدون تداخل. طبعا نختار on va choisir ce volume ou cette surface. Je parle de volume, je parle à 3D. Lorsque je dis surface, je parle à 2D. Donc on va choisir ce volume d'une manière qu'il soit le plus petit. D'accord? Et en plus, il y a une condition en plus, il doit refléter يعني يعكس تناظر الشبكة يعني la symétrie de ce petit volume ou la plus petite surface formée par un doit refléter la symétrie telle qu'est le cristal. Ok. Bon, pour ce qui est symétrie, on va essayer de revoir quelques notions de cristallographie pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Ok. Donc, le plus petit volume obtenu à partir des vecteurs de translation fondamentaux est un parallélépipède caractérisé par des vecteurs A1, A2, A3, ou les paramètres A1, A2, A3, appelés paramètres de maille. Et l'on désigne les angles alpha, bêta, gamma comme étant des angles primitifs. Bien sûr, les angles alpha et bêta et gamma sont compris consécutivement. Donc, pour alpha, ben, ça sera l'angle primitif entre A2, donc c'est l'angle compris entre le vecteur fondamental A2 et A3, l'angle primitif bêta, donc ça sera l'angle compris entre A1 et A3. Et enfin l'angle primitif gamma. Donc ça sera l'angle compris entre A1 et A2. Ben, tout simplement pour désigner les angles, donc vous remarquez alpha, hein, si vous voulez alpha, lettre grecque qui désigne le A, donc ça veut dire, si vous voulez quelque part, c'est le 1, d'accord? Donc alpha, donc c'est toujours C, donc il correspond au côté qui est en face de A1, A2 et A3. Donc A1, donc c'est A1, A, c'est donc ainsi qu'on associe A1 et donc
c'est l'angle. Pour connaître l'angle, c'est l'angle qui est compris entre A2 et A3. Bêta. Bêta, c'est B. Et gamma, en grec, c'est C. Car dans d'autres références, vous avez le choix. Hein. Pour les vecteurs primitifs, on peut les désigner comme on peut le désigner A1 et A2 et A3. Vous pouvez les retrouver dans d'autres références. Vous trouvez cette notation. Au lieu de ça, vous allez trouver A, B et C. D'accord? Donc, lorsque vous parlez de alpha, c'est associé à A. Donc, il vous reste tout simplement, c'est l'angle entre B et C. Lorsque vous parlez de l'angle bêta, et bien vous parlez de B. Et donc, ça sera l'angle associé à C et A. Lorsque vous parlez de l'angle gamma, on va parler de l'angle gamma, donc il est associé à C, et bien tout simplement, ça sera l'angle primitif compris entre quoi? Entre finalement A et B. Voilà. Tout simplement, c'est une manière de les avoir en tête. Pour ne pas mélanger les choses. Et donc, bon, j'efface ce grabuge. C'est seulement pour expliquer. Donc, tel que donc, alpha, c'est l'angle qu'on a compris entre A2 et A3, bêta entre A1 et A3, et gamma entre A1 et A2. Ok? Donc, le volume de cette maille primitive est donné par l'expression suivante. Donc, V, ça sera, donc V égale, donc c'est un scalaire bien sûr, A1 scalaire A2 vectoriel, produit vectoriel A3. Donc là, c'est le volume d'un parallélépipède. Hein. Donc c'est un volume, c'est l'expression que vous devez connaître déjà. Hein. Là, je pense que tout simplement, là c'est un vecteur, là il va nous donner un vecteur. Donc fois un vecteur fois produit scalaire à un autre vecteur va vous donner quelque chose qui est un scalaire. Ok. Donc déjà c'est l'expression d'un volume. Hein. Donc l'expression que vous devez déjà connaître. Donc qu'il faut noter aussi que puisque on a pris la maille élémentaire comme le plus petit volume représentatif du réseau cristallin, et bien c'est normal qu'elle ne doit contenir qu'un seul nœud. Hein. Elle lâche un seul nœud parce que le nœud il est associé à un seul motif, à un seul motif. Et le motif il est représentatif, le motif il est représentatif du cristal. D'accord? Et bien sûr avec la même symétrie. Seulement, il existe des cas où la maille primitive, où le plus petit volume, n'est pas représentatif en quoi? En symétrie. C'est-à-dire il n'a pas la même symétrie du réseau. Dans ce cas, on peut se permettre de choisir un volume plus grand, hein, un parallélépipède plus grand, hein, supérieur au volume de la maille primitive, et c'est ce qu'on nommera une maille conventionnelle.
Donc la particularité de cette maille conventionnelle, c'est qu'elle contient plus d'un nœud, mais la symétrie taha reflète bien la symétrie du cristal. Ok. Bien sûr, les côtés et les paramètres de ce type de maille conventionnelle est différent. Différent de quoi? Des paramètres de la maille primitive. Donc il existe une autre manière de choisir une maille élémentaire, autre que la première manière, notre première méthode qu'on a vue précédemment. Donc dans le cas où on perd la symétrie, c'est-à-dire où on ne peut pas obtenir dans tous les cas la symétrie du cristal, il y a une deuxième méthode, ce qu'on appelle la méthode de Wigner-Seitz. D'accord? Cette méthode, elle est effectuée grâce à un algorithme qu'on appelle l'algorithme de Voronoi. Cette maille est appelée maille de Wigner et Seitz. La procédure de construction de cette maille se fait ainsi. Donc on prend d'abord n'importe quel nœud comme référence, on prend un nœud arbitraire. Ensuite, on le relie avec tous les nœuds qui l'entourent par des droites. Par la suite, on place des plans médianes sur chaque droite. Et enfin, on choisit le plus petit polygone délimité par les plans et contenant un seul nœud au centre. Et c'est là qu'on obtient donc notre cellule de Wigner-Seitz. Donc pour me expliquer, je vais essayer de schématiser. Donc si vous avez des nœuds, on va choisir des nœuds quelconques. Voilà. Donc on les dessine de cette manière-là, plus ou moins uniforme. On va essayer de bien les répartir. Voilà. Donc on choisit par exemple ce nœud. On va choisir ce nœud. Donc là c'est le choix du premier nœud. Donc on va faire quoi? Là on va relier tous les nœuds par des droites. Donc avec le nœud référence, on le relie avec le nœud voisin par des droites. Voilà. Voilà. Donc on établit nos droites. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on vient de relier le nœud ternary arbitraire, le choix ternary arbitraire, le nœud référence avec les nœuds voisins. Ensuite, on va tracer des plans médians. Bien sûr, on est à 2D, donc les plans vont se transformer en droites. Donc les plans médianes, donc c'est مستقيمات اللي غادي تقسم les droites تاعنا. donc هاد les droites اللي يوصلوا لنا بين شاك عقدة هذه الأساسية، العقدة مرجع ربطناها بالعقد المجاورة. سامحي هنا، ربطناها بالعقد المجاورة عن طريق مستقيمات لقطعة مستقيمة. والآن نرسم في الحقيقة هي مستويات هي اللي تقطع هاد لي دغوات، ولكن احنا بما أننا نعمل على مستوي يعني في اثنين بعدين يعني 2D، إذا هاد المستويات تتحول إلى قطع مستقيمة. إذا نرسمها بالأحمر يعني تكون بهذه الطريقة تقريبا. نحاولوا بهذه الطريقة. إذا نتحصلوا وتشوفوا بالطريقة هذه
asghar, on va obtenir le plus petit volume, ou là, le plus petit, si vous voulez, polygone. Hein. C'est quoi? Eh bien, c'est un, comme vous pouvez le remarquer, pour un réseau quelconque, un réseau de bravés quelconque, vous pouvez remarquer que ce polygone, c'est un hexagonal. Il a une forme hexagonale. Donc, il contient combien de nœuds? Eh bien, il contient un seul nœud, comme vous pouvez le remarquer. Donc, je résume. Donc, pour la cellule de Wigner-Seitz, c'est une cellule qui, dans tous les cas, reflète la symétrie du cristal. D'accord? Et contient un seul nœud, c'est-à-dire c'est une maille primitive aussi. D'accord? Et donc, pour la réaliser, elle est faite grâce à un algorithme dit algorithme de Voronoi. Donc, il s'agit, l'algorithme de Voronoi, il s'agit tout simplement de partager l'espace en cellules, ce qu'on appelle des cellules de Voronoi. Comment on le fait? Ben, tout simplement, je reprends. Je choisis tout d'abord un nœud référence que je relie avec les nœuds voisins par des droites. Par la suite, je prends des plans médians et je les mets bien sûr sur chaque droite qui relie le nœud référence avec les nœuds voisins et H. Et donc je forme donc le polygone, le plus petit polygone formé par cette délimitation, si vous voulez, et bien ça sera la maille élémentaire. En général, pour un cas quelconque, on a une maille de type hexagonal. Dans d'autres cas, on va avoir des mailles de Wigner-Seitz d'autres formes. Ok? Donc, ça sera tout pour ce cours-là. Et à la prochaine, Inch'Allah.